Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui va être spécialement que sur la Servante écarlate. Je vais parler ici du premier tome, enfin du tome La Servante écarlate. Je vais parler aussi du second tome, entre guillemets, Les Testaments, donc la suite. Et je vais aussi parler de la série qui est disponible sur Hulu, je crois, aux États-Unis, sur OCS pour nous et Amazon Prime. Donc je vais parler de ça. Il risque d'y avoir du spoiler. Je risque de parler de certains trucs. Je vais ici donner mon avis, donner comment j'ai apprécié regarder, consommer en fait je vais pas dire cette saga, mais ce roman, cette série, tout cet univers. Et comment est-ce que moi je conseille un peu de lire, regarder, Nia. Et voilà. C'était un peu mon disclaimer du début. La Servante écarlate, c'est un roman de Margaret Atwood qui est publié en 1985 aux États-Unis, en 1987 en France. Il possède une adaptation au cinéma par Volker Schlondorf. Je ne vais pas ici parler de cette adaptation cinématographique parce que je ne l'ai pas vue tout simplement et que du coup j'ai rien à dire dessus. Il y a aussi une suite, Les Testaments. Voilà, pareil, c'est de Margaret Atwood. Et une série, comme je l'ai dit précédemment. Alors, c'est un roman de science-fiction dystopique. On va commencer par un peu mettre le contexte. Dans son premier roman, il s'agit en fait d'un futur aux États-Unis. Je regarde là parce que c'est là où j'ai écrit la plupart. On est dans une. On se retrouve à Gilead, donc c'est les anciens États-Unis, il me semble. Je suis pas sûre parce que parfois on dit Nouvelle-Angleterre. Du coup, c'est la moi du montage. J'ai fait mes petites recherches. En fait, la Nouvelle-Angleterre, c'est une région des États-Unis, au nord-est des États-Unis, qui est composée de 6 États, dont le Maine, le Vermont, Massachusetts, Connecticut, et il y en a encore 2. Voilà. Donc, c'est pas tous les États-Unis, ce que je pensais du coup quand j'ai fait la vidéo. Mais du coup, maintenant, je me suis instruite. C'est un régime totalitaire, Gilead. Totalitaire et basé sur la religion. Les femmes ne possèdent ici aucun pouvoir et ou alors un semblant, genre vraiment très très peu. Et elles sont réparties selon des rôles. C'est à peu près la même chose pour les hommes, ils sont répartis selon des rôles. Les rôles, ils tiennent de leur statut, de leur statut, de leur statut de base d'avant et de ce qu'ils ont fait pour œuvrer pour Gilead. Alors pour les femmes, il y a tout d'abord les épouses qui sont les femmes avec le plus de pouvoir, c'est-à-dire qu'elles tiennent une maison. Elles s'occupent des enfants, donc elles sont censées avoir des enfants, elles s'en occupent. En fait, c'est la femme au foyer. Voilà. Elles ne travaillent pas. À leur service, elles ont les Martha qui entretiennent les maisons et élèvent les enfants. Dans le sens, pour moi, la différence entre Martha et épouse, déjà par le statut, mais dans le sens élève les enfants, s'occupe des enfants, etc. Les épouses, c'est la femme riche qui est là pour faire des enfants. Mais en fait, en réalité, c'est aussi les Martha qui sont en fait des domestiques qui s'occupent de la maison et des enfants. Donc, les femmes, elles vont plus être des chefs de maison qu'autre chose, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Donc, elles ont les Martha qui font à manger, qui font les courses quand il n'y a pas de servante, qui font ceci, cela. Bref, elles s'occupent, elles gèrent la maison, le foyer. Ensuite, il y a les éconofemmes, qui elles sont les femmes les plus pauvres et qui avaient la bonne religion avant le coup d'état qui a donné Gilead. Et ensuite il y a les tantes. Ici on nous les présente comme des tantes qui forment les servantes. Dans la série comme des tantes qui forment les servantes, qui suivent les servantes, qui ont en fait le pouvoir sur les servantes concrètement. Et ici en fait on se rend compte que c'est aussi des femmes qui ont aidé à la création de Gilead. Donc voilà. Et ensuite, il y a les servantes écarlates. En fait, on les appelle comme ça parce qu'elles ont des robes rouges. Elles sont reconnues comme ça, des robes rouges avec, on peut voir ici, un petit coiffe et des œillères rouges pour pas qu'on les voit. Je mettrai peut-être des photos d'illustrations pour les femmes, les servantes, etc. Pour que vous compreniez parce qu'en fait, elles sont classées par les couleurs de leur robe, de leur tenue, etc. Et du coup, il y a les servantes qui, elles, sont des esclaves sexuelles habillées de longues robes écarlates et dont le rôle est la reproduction humaine.
Après, il y a aussi les femmes infertiles, trop vieilles, etc., qui elles sont emmenées aux colonies, portées dans les colonies, et elles manipulent les déchets toxiques. Dans ce livre, et dans la série, on suit le personnage de Fred, qui est une servante. Son rôle est de faire un enfant, hein, concrètement. Et dans le livre, pardon, elle nous remémore ses moments avec son mari, Luc, sa fille, Anna, Moira, sa meilleure amie, un peu en fait dans la vie d'avant. Elle nous parle aussi de sa mère. Et en fait, c'est ce qui va la maintenir en vie, c'est ce qui va la faire vivre, c'est l'espoir de retrouver tout ça, ça va lui permettre de ne pas sombrer, c'est en fait tous ses souvenirs, etc. Dans le premier roman, vraiment, on suit ses pensées, on est dans la tête de Fred. On voit seulement la façon dont elle pense, seulement son ressenti à elle, et ce qui fait que ça nous donne un roman extrêmement descriptif. Alors il y a de la parole, etc., mais il est quand même, il est vraiment descriptif. En fait, il faut se dire, quand on lit ce livre, c'est un peu comme si aujourd'hui on rentrait dans ma tête, et que je présentais un peu le monde dans lequel je vis. Alors bien sûr, elle présente les personnages, elle nous dit un peu qui est qui, etc. Mais on est vraiment dans sa tête à elle. Et c'est ce qui rend aussi très bien le livre, mais c'est ce qui le rend aussi... on veut en savoir plus parce que on voit que par ses yeux, on voit pas de manière omnisciente, on voit pas... On a vraiment que son ressenti à elle. Ça va faire 6 fois que je le dis. Et ce qui fait qu'à la fin, on peut être extrêmement perturbé par la fin, parce qu'on peut ne pas comprendre la fin. Enfin, personnellement, j'ai eu du mal à comprendre la fin, et j'étais sur ma fin. Je voulais en savoir plus, je voulais connaître le monde où elle vivait. Le roman m'a quand même énormément plu, hein, de manière générale. J'ai juste eu du mal sur la fin. C'est vraiment la fin, moi, qui m'a posé problème. Parce qu'en fait, c'est une fin ouverte. J'ai tout de suite voulu enchaîner sur la suite, donc, parce que ma mère l'avait déjà lu. J'ai tout de suite voulu enchaîner dessus. Mais je l'ai pas fait parce qu'en fait ici on ne suit pas de Fred, alors qu'ici on suit de Fred. Et moi ce que je voulais en savoir plus, c'est en savoir plus sur de Fred particulièrement. Et du coup ma mère qui l'avait lu m'a dit non mais ici on suit pas de Fred, etc. Et donc quand j'ai lu le résumé, je me suis dit non, c'est pas ça que j'ai envie de lire, là on est 20 ans après, moi j'ai envie de savoir la suite de ça. Donc je suis restée comme ça, j'ai dit que j'allais pas lire le livre, etc. Je suis restée comme ça pendant quelques mois. Pendant le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir regarder la série. Parce qu'en fait, j'ai voulu regarder aussi la série après le livre, mais je la trouvais pas en streaming, c'était que sur OCS ou que sur des trucs payants, j'avais pas, blablabla. Donc j'ai laissé tomber, c'est resté dans un coin de ma tête. En avril, enfin pendant le confinement là, j'ai pu regarder la série, que j'ai énormément appréciée. Ouais, déjà, Nick Blaine s'il vous plaît. Mais non, que j'ai énormément appréciée parce qu'en fait, hors les débuts d'épisodes où on est vraiment dans sa tête à elle, donc à de Fred, qui là est baptisé dans la série Dune, j'ai énormément apprécié parce qu'en fait la saison 1 est une adaptation extrêmement réaliste du livre. Il y a des choses en plus, on en sait plus, mais la trame de l'histoire même est là en fait. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien adapté. La vie d'avant qu'elle nous montre, c'est sa vie d'avant dans les années... les grands max 2016, hein. Genre, c'est vraiment proche de ce qu'on vit actuellement, vu qu'en fait, ta vie d'avant, c'est la vie qu'on a, nous, actuellement, dans notre société actuelle. Beaucoup de mots actuellement. L'adaptation est extrêmement proche du livre, tout en nous mettant, en fait, le côté omniscient qui me manquait dans le livre. Ça veut dire que on en sait plus sur la société de Gilead, on en sait plus sur les personnages, on connaît plus les personnages, on connaît plus le commandant, on connaît plus l'épouse du commandant, on connaît plus Nick, on connaît plus ceci, cela, on est attaché en fait aux personnages, qu'ils soient bons ou méchants, enfin qu'ils soient méchants ou non. On se rend compte que il y a aussi d'autres choses qui peuvent, il y a d'autres choses qui régissent ce monde et que c'est pas juste tout noir. Et c'est ce que nous montre en fait la série dans la première saison. Après les saisons 2 et 3 pardon, parce que la 4 n'est pas encore sortie, prennent une liberté, hein, sur le texte. Le livre se finit, la saison 1 se finit sur la fin du livre. Et
Et du coup, ça nous permet aussi de savoir, parce que moi, à la fin, vraiment, j'étais sur ma faim à la fin, je voulais savoir, mais comment est-ce que ça va se passer, gna 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 et tout. Et là, c'est ce que je trouvais dans la série. J'avais des réponses, j'avais ce monde qui était refait, qui était créé, etc., et avec des réponses. Et on a une suite. Euh, En soi, la suite est extrêmement... Enfin, je l'ai énormément appréciée. Je dirais juste que un peu le point négatif pour moi, c'est le milieu de la saison 3 qui est un peu lent, qui est très très lent. Mais la fin de la saison 3 te met dans un état incroyable. Et on attend que du positif de la saison 4. Voilà. C'est ça en fait que... C'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette série. C'est que j'ai pu découvrir plein de trucs. J'ai pu découvrir plein d'aspects, etc. Et puis l'esthétique est magnifique. Les acteurs jouent extrêmement bien. Et puis Nick Blaine quand même, attendez. Je le redirai encore et encore et encore, mais Nick Blaine. J'ai fini. J'étais trop triste de le finir. Et puis bon, je suis passée à autre chose et tout. Et là, en revenant de vacances, en revenant de Caen, je me suis dit, bah tiens, je vais lire les Testaments. Parce que ça me manque un peu, ça fait quand même... Enfin, concrètement, genre, en février, j'ai fini le livre. En avril, j'ai fini la série. Tout ça enchaîné, etc. J'ai pas envie de trop de quitter ce monde-là et tout. Du coup, je suis allée récupérer les Testaments dans la bibliothèque de ma mère. Et là, mais genre, trop trop bien. Il est excellent. Je voulais pas filmer comme ça parce que la qualité, elle est beaucoup moins bien. Notamment là, je sais pas si vous voyez. Il y a un filtre blanc parce que ma caméra est cassée. Mais en fait, j'ai plus trop de place sur mon téléphone. Du coup, ça charge... Enfin, ça s'est éteint tout à l'heure quand j'étais en train de parler. Du coup, j'ai filmé pour rien enlever depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave, on va recommencer. Putain, ça va faire à l'envers là aussi. Bon, j'espère pas. Du Testament, c'est la suite. Ici, on nous parle en fait de... On voit le côté avec trois femmes différentes. Trois femmes différentes. Une, on a vraiment ses mémoires. C'est elle qui a décidé de l'écrire de son propre gré. Et les deuxièmes, c'est des témoignages anonymes. Comme vous pouvez le voir. Ah, voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Cependant, on sait très très vite à qui on a affaire. On connaît ces personnages-là. Que ça soit si on vient de finir ce livre-là, ou que ce soit si on finit la série qu'on enchaîne avec ça, on les connaît très très bien. Notamment quand on finit la série, mais on les connaît aussi quand même de par le livre. Ce livre-là, je sais que ma mère ne l'a pas énormément apprécié. Elle a lu le premier, elle a regardé la première saison, la deuxième saison, non, la première saison de La Servante écarlate. Et ensuite, elle a lu lui quand il est sorti, qui date de 2019, hein, il est extrêmement récent. Elle ne l'a pas apprécié parce qu'il est extrêmement différent du premier tome. Je m'explique. Ici, nous avons beaucoup plus de paroles. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir là. Voilà, on a beaucoup plus de paroles, beaucoup plus de... Enfin, on voit un peu plus comment les personnages parlent, etc. Contrairement à là où quand les personnes... C'est extrêmement descriptif, hein, comme je l'ai dit dès le début. Voilà, par exemple, quand les personnages parlent, ça va juste être des guillemets comme ça, etc. etc. Il y a très peu de... Là, on est vraiment dans la tête de June, alors que là, on est quand même... On est dans la tête de ces trois personnages, mais c'est quand même un peu plus omniscient. Entre guillemets, parce qu'on est quand même dans la tête des trois personnages. Il est écrit avec beaucoup plus de dialogue. Il est beaucoup plus facile à lire. C'est une réalité. L'écriture n'est pas du tout la même que le premier tome. Il est plein d'actions, il se passe des trucs. Vraiment, c'est un livre où il se passe des trucs où on a envie d'aller continuer de lire. Le matin, je me réveillais, j'avais envie de lire. Le soir, je me réveillais, j'allais me coucher, je le lisais avant, etc. Alors que lui, je trouve qu'il faut être déjà un peu plus concentré pour le lire. Qu'il n'y a pas de scène d'action en tant que ça. En fait, on vit la vie du personnage. Là, c'est différent parce qu'il se passe vraiment une action. Il se passe des actions, il se passe des trucs. Il y a un personnage qui doit infiltrer un truc. Il y a un personnage qui doit faire ceci, un personnage qui doit faire cela. La tante qui fait ceci, cela et tout. Il y a beaucoup plus d'action qu'ici. Donc, il est beaucoup plus... Ce qui rend le livre beaucoup plus facile à lire.
voilà, c'est ce que j'avais un peu à dire dessus. Je sais pas si j'ai été très claire, mais en gros, pour moi, il faut regarder. Enfin, pour moi, c'est pas une obligation non plus. Mais moi, j'ai apprécié l'œuvre en lisant le livre, regardant la série et lisant les testaments. Ma mère n'a pas apprécié l'œuvre en lisant le premier tome, regardant quelques épisodes ou je crois que la saison 1, puis en lisant ce livre-là. Et puis en finissant encore en regardant la série, elle a beaucoup apprécié la série, mais elle n'a pas du tout apprécié ce livre-là. Et voilà, et je conseille peut-être aussi de, quand on n'a pas trop l'habitude de... Enfin, quand on n'a pas l'habitude des textes extrêmement descriptifs, peut-être c'est plus simple de regarder la série et de regarder ce livre-là. Même si je pense que regarder ce livre-là et regarder la série après est quand même la meilleure chose à faire, parce que quand on regarde la série, on en sait trop, alors que quand on lit ce livre-là, on n'en sait pas assez. Du coup, quand on sort de ce livre-là, on a envie d'en savoir plus. Et on en sait plus en regardant la série. J'espère que ça vous aura plu. Ce petit débrief un peu sur la série, sur le film. J'avais envie de faire... enfin, pas sur le film, sur la série et les livres. J'avais un peu envie de faire découvrir ça. J'espère que ça vous aura plu, ça. Maintenant, j'ai envie de faire un peu une autre partie à ma vidéo où j'aimerais pouvoir faire ça sur toutes mes vidéos, où je vous présente une femme de mon choix, ou non. C'est-à-dire que je suis pas du tout opposée au fait que vous me présentiez, vous mettiez en commentaire et tout, des femmes que vous trouvez inspirantes, que vous aimez bien, que ce soit artistique, pas forcément. En fait, moi là je dis artistique parce que les premières qui me viennent c'est plus artistique, mais ça peut être dans l'art, ça peut être dans les livres, ça peut être dans des acteurs, ça peut être des femmes politiques, ça peut être ce que vous voulez en fait. Une femme qui vous inspire par son vécu, qui vous inspire par ce qu'elle fait, ou vous appréciez. Bref, donner de la force à une femme, c'est ce que j'ai envie de faire. Donner de la force à des femmes. Aujourd'hui, j'ai envie de donner de la force à une copine à moi, Camille, qui m'a fait ce beau dessin, cette belle peinture même. Je vous mettrai ses Instagram en description, il y en a deux, un pour ses photos et un pour son art. C'est une artiste pour moi, extrêmement talentueuse, que j'apprécie beaucoup du fait que ça soit ma copine, mais aussi du fait que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, que ce soit ses dessins, ses peintures ou ses photos. Voilà, n'hésitez pas à aller la suivre. Je mettrai peut-être des photos et tout si j'ai là autour de moi, et surtout je vous mettrai en description ses liens. Allez lui donner de la force, elle mérite de ouf, et c'est pas parce que c'est ma copine que je le dis, c'est parce que je le pense réellement. Voilà. N'hésitez pas aussi à me donner en commentaire si vous avez des idées de femmes à qui vous voulez donner de la force et tout, que j'aille voir, que j'aille faire un tour, etc. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Likez, partagez, commentez. Non, en vrai, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez lu ou non La Servante écarlate, si vous avez vu peut-être la série. D'ailleurs, la série, je la recommande dans une de mes dernières vidéos. Voilà. Que dire d'autre? Ouais, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et recommandez-moi des livres aussi si vous voulez. Parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que vous pouvez me recommander comme livre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.